sur Monaco Info. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Un événement a été donné au Méridien en présence du souverain pour mettre en lumière les athlètes qui ont brillé cette année dans leur discipline. Les fans de basket ont pu rencontrer leur idole lors d'une soirée dédiée spécialement pour eux au Stade Louis II. Retour dans ce journal sur cet événement. Retour sur la vente aux enchères organisée au profit de la Fondation Flavien. Et le Focus Info du jour sera consacré à un concert hors du commun interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Découverte de Fantasy à Cinecittà dans cette édition. L'AS Monaco Athlétisme organisait ce mercredi au Méridien un cocktail en présence du Prince Souverain et de nombreux athlètes qui se sont illustrés sur les pistes cette saison. Le récit de Frédéric Elion. 14 records nationaux, 7 meilleures performances mondiales de l'année et un record du monde avec la Kenyane Béatrice Chepkoech sur 3000 mètres steeple. L'édition 2018 du meeting Hercules fut une nouvelle fois exceptionnelle et pour célébrer le succès de l'étape monégasque de la Diamond League, sacrée meilleur meeting au monde en 2018, la Fédération monégasque d'athlétisme organisait son traditionnel cocktail de fin de saison mercredi au Méridien. Le prince Albert II, président de la fédération, avait fait le déplacement, ainsi que de nombreux athlètes, comme Béatrice Chepkoech donc, Elena Valortigara ou Kevin Mayer, battu de justesse par Eliud Kipchoge, recordman du monde du marathon, et désigné athlète I2AF de l'année. C'est pas parce que je suis pas athlète de l'année qu'il faut que je remette en question ma saison. C'était des moments extra que j'ai vécu tout au long de l'année et je remets rien en question. C'était 2 records du monde, il fallait choisir, ils ont choisi Eliud et franchement, si j'avais pas été décathlonien, j'aurais peut-être fait pareil. Donc c'était mon pronostic et je regrette absolument rien. Ça me permet juste en fait de rebondir et d'avoir la hargne pour faire encore mieux et d'être être élu dans les prochaines années. Le meeting Hercules est toujours un événement spectaculaire avec des records du monde et des superbes performances, mais c'est surtout un des meetings les plus appréciés par les athlètes. Je juge ce meeting, je pense, de la même manière que tout le monde le juge, c'est-à-dire un meeting extraordinaire, il y a tout le temps des performances incroyables là-bas. Peut-être parce qu'il y a des conditions énormes, que le stade est aussi un peu mythique, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ça, ce genre de stade, et il s'y passe tout le temps quelque chose et c'est ce qui fait que ça devient un meeting, je dirais, électrique. Et quand on y est, on ressent ça et on a envie de faire des performances tout simplement et j'ai hâte d'y retourner tout simplement. Et sachez que la date de la prochaine édition du meeting Hercules est déjà connue, ce sera le vendredi 12 juillet 2019. Prenons à présent la direction du Stade Louis II, où l'AS Monaco Basket a organisé mercredi soir une soirée spécialement pour ses fans. Les supporters ont pu rencontrer les joueurs à travers différentes activités. Le récit de Frédéric Elion. D'habitude, lors des matchs à Gaston Médecin, les joueurs sont sur le parquet, pendant que les fans donnent tout en tribune pour les pousser. Mercredi soir, ils étaient tous réunis ensemble pour une grande soirée en famille organisée par le club. Les supporters ont pu rencontrer les joueurs répartis aux 4 coins du hall de la salle Gaston Médecin, ainsi que le coach Sacha Filipovski. Au programme selfie, dédicaces, autographes, mais aussi des jeux. Concours de shoot sur mini panier de basket ou air hockey. Allez à vous les gars. Paul, on te savait injouable sur un terrain de basket et je viens de voir que c'est le cas dans d'autres disciplines aussi. Ah, c'est sympa, sympa d'avoir les fans. On n'a pas tout le temps l'occasion de communiquer avec eux, de communier avec eux. Là, c'est vraiment sympa, on voit différemment. Je pense qu'ils voient un autre aspect de nos personnalités aussi, c'est sympa. Voilà. C'est important. Moi, quand j'étais... Avant de devenir pro, voilà, j'étais comme les enfants qui sont là ici ce soir. J'aurais voulu côtoyer le plus possible les professionnels. C'est le cas ce soir et c'est vraiment sympa. On peut faire signer les maillots, on peut avoir des posters aux joueurs. Qui tu as vu déjà là? Explique-moi un petit peu. J'ai vu Paul Lacombe, Kikanovic, Joseph, Akuba Voltara. C'est une super initiative, ça fait toujours plaisir de rencontrer les fans, les gens qui nous supportent à chaque instant pendant les matchs. Et de pouvoir partager ce moment avec eux et échanger des mots, et, ça fait vraiment plaisir. C'est super, je pense que c'est bien pour tous les fans, les supporters.
de faire cet événement, que tout le monde se retrouve. Vraiment, c'est une super bonne idée. C'est super, ça nous permet de rencontrer nos fans et que eux, par l'occurrence, nous rencontrent. Je trouve que c'est une bonne expérience humaine, super bonne ambiance, tout le monde est super gentil, super poli, donc ça se passe super bien, j'adore. Ouais, là on fait le tour, on leur parle, là 3 signatures déjà. Génial. Je suis vraiment content qu'il y ait ce genre de soirée. Moi, je suis vraiment très content à l'idée de faire ce genre d'événement. Ça nous permet d'être proche de nos supporters qui viennent nous encourager à chaque match à domicile, qui nous suivent de loin. Et c'est l'occasion de parler avec eux, de passer du temps avec eux et de les remercier pour le soutien. C'est la journée porte ouverte aux fans de la Roca Team pour rencontrer un peu les joueurs, pour savoir un peu. Je leur demande s'ils voudraient faire des matchs en NBA ou aller à la NBA parce que c'est le rêve de tous les basketteurs, je crois. Après ce premier grand moment de partage, direction le parquet de la salle Gaston Médecin, pour tout d'abord une grande photo de famille avec les joueurs et les enfants. Puis plusieurs ateliers, une partie technique tout d'abord avec Derek Needham et Lazeric Jones. Objectif pour les fans, reproduire les gestes des deux meneurs de la Roca Team. Les deux équipes se sont ensuite affrontées sur une course relais en slalom. Place ensuite à des matchs en 3 contre 3 avec dans chaque équipe un père et son fils associés à un joueur. On aura à chaque fois 1 minute d'applaudissements pour ce grand homme, Abdallah Chataï, qu'on peut applaudir bien fort. Cette soirée était aussi placée sous le signe du recueillement, un hommage au superintendant de la Roca Team, Abdallah Chataï, décédé début décembre après 25 ans de bons et loyaux services au club, avec sa bonne humeur qui le caractérisait. Son fils Nicolas était présent, un nouvel hommage lui sera rendu lors des réceptions de Galatasaray et de Dijon. Un mot de football à présent, la rencontre Monaco-OGC Nice comptant pour la 17e journée de Ligue 1, prévue vendredi à 20h45, a été reportée. La date sera fixée ultérieurement. Financial Strategy a fêté hier ses 20 ans. Il s'agit de la plus ancienne société de gestion implantée à Monaco. Alors, outre la gestion de fortune pour clients privés, la société se lance dorénavant dans le sponsoring. Elle va parrainer le jeune pilote monégasque Arthur Leclerc, le frère du pilote de F1 Charles Leclerc, qui a bien intention, lui aussi, de briller dans le sport automobile. Une équipe de Monaco Info a rencontré le jeune prodige. Arthur, la saison de F4 vient de se terminer, 6e place. Quel bilan tirez-vous de cette saison? Ouais, je suis super content parce que d'une, on ne s'attendait pas à jouer les premiers rôles parce que j'avais pas énormément d'expérience en début de saison, mais voilà, de finir 6e. Bon, je suis un peu déçu du résultat final, mais 6e en essayant de toujours jouer les avant-postes aux courses, je suis super content, je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette saison dans cette monoplace? Bon, on apprend beaucoup de choses. Déjà, d'une, l'esprit de compétition, on apprend énormément aussi mentalement, j'ai l'impression, parce qu'avec la pression des autres qui s'améliore entre chaque séance et dans les courses, c'est toujours assez compliqué de faire face à ces situations. Mais voilà, j'ai beaucoup appris niveau pilotage et mentalement. C'est pas trop dur, très sincèrement, de porter le nom de Leclerc? Bon, c'est sûr, c'est un peu compliqué, mais faut faire avec. Moi, je pense que ça change pas grand-chose sur moi. J'essaie de faire le mieux que je peux et puis ça continuera comme ça. C'est un avantage ou un inconvénient pour vous? Un avantage et un inconvénient. Ça dépend. Ça peut porter préjudice, mais c'est sûr que c'est un avantage. Il y a plus de personnes qui te regardent. Après, ça peut peut-être un peu mettre la pression, mais bon voilà, moi je suis assez concentré sur ce que je fais et donc ça ne me porte pas trop préjudice. Il vous donne des conseils, le frangin? Il m'en donne un peu, mais pas énormément parce qu'il essaie de me laisser tout seul, autonome, parce que
c'est sûr qu'il ne sera pas toujours là à toutes les courses à me donner des conseils. Donc il essaie de me laisser un peu tout seul, de me laisser rouler, quoi, que j'apprenne de mes erreurs et puis voilà. Retour à présent sur la vente aux enchères organisée par et au profit de la Fondation Flavien. Une vente qui a connu un large succès et dont les fonds vont pouvoir soutenir la recherche. Le reportage est d'Émilie Rousseau. La Monaco Trot & Roll, les apéros-concerts ou encore Pousse la vie sont différentes manifestations organisées par la Fondation Flavien au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques. La dernière en date est une grande première pour l'association monégasque, une vente aux enchères de vins d'exception mise à disposition par de grands donateurs. Ce sont des liens d'amitié avec ce Wine & Business Club et M. Guy Thomas, Lévis-Soussan, qui ont fait que j'ai pu, avec... C'est un travail de 8 mois. 8 mois cette soirée-là. De se contacter toutes les personnes, savoir qu'est-ce qu'elles pouvaient faire, qu'est-ce qu'elles pouvaient donner. Et elles ont donné c'est de l'or en barre. Parmi les lots qui ont connu un large succès, 2 bouteilles du domaine Leroy Saint-Vivant de 1964. Elles ont été adjugées à 8 000 € sous le marteau de Maître Tajan. Un mouton Rothschild de 2005 a lui été acquis pour 4 500 €. Au total, plus de 40 000 € ont été récoltés lors de cette soirée qui avait lieu au Tunnel Riva. C'est la moitié de ce que je donne au centre scientifique. On donne 100 000 € par an. Là, ça m'assure quasiment déjà une année supplémentaire. Avec ce qu'on a pu faire, on aura 2 années devant nous pour se poser, pour travailler encore plus, pour permettre d'eux et faire en sorte de faire avancer la recherche. Faire avancer la recherche, mais également soutenir les familles dans le besoin. Une partie des fonds récoltés sera affectée à la construction d'un nouvel escalier pour un enfant atteint d'un cancer des os amputé récemment. Suite au succès de cette vente aux enchères, l'opération sera renouvelée l'an prochain. Votre actualité en bref et en images. Chaque année, le 6 décembre, la Principauté et son Comité national des traditions commémorent la fête de la Saint-Nicolas, le protecteur des enfants et des marins. Une messe présidée par Monseigneur Barcy, l'archevêque de Monaco, a été célébrée en langue monégasque en la cathédrale, messe qui a par ailleurs été chantée par le cantin d'Aroca. Les enfants des écoles de la Principauté ont interprété une scénette de la légende de Saint-Nicolas. Et à l'issue de la messe, et fidèle à la tradition, la mairie de Monaco a remis à chaque écolier, accompagné de leurs enseignants, un Saint-Nicolas en chocolat dans une joyeuse ambiance. La Sûreté publique, en partenariat avec l'AMAF, l'association monégasque des activités financières, vient d'organiser à l'auditorium du lycée technique et hôtelier une conférence-débat sur des thèmes liés à la sécurité en Principauté. Présidée par le ministre de l'Intérieur, Patrice Célario, cette réunion était destinée à des professionnels du milieu bancaire. Parmi les thèmes évoqués, les escroqueries aux faux ordres de virement, les alarmes et la vidéoprotection, la prévention technique de la malveillance, la coopération internationale et les conditions de délivrance des certificats de résidence. La chambre patronale du bâtiment monégasque a organisé hier soir son traditionnel cocktail annuel au Méridien Beach Plaza. Créé en 1944, l'objectif de ce syndicat est de défendre les intérêts économiques, industriels, commerciaux, professionnels et plus largement les intérêts de la corporation. Il entend aussi participer au développement économique de la Principauté en étant acteur de chaque dossier touchant de près ou de loin le secteur du bâtiment. Le bâtiment monégasque représente plus de 300 entreprises et emploie près de 8000 salariés. C'est à l'hôtel Hermitage que se sont déroulées hier les célébrations de l'indépendance du Kazakhstan, en présence notamment du ministre d'État Serge Tel. Ces commémorations marquent la fin de la domination soviétique sur le Kazakhstan. C'est le 16 décembre 1991 que le plus grand pays d'Asie centrale déclare son indépendance tout en conservant de bons rapports avec Moscou pour éviter une sécession des territoires du Nord, majoritairement peuplés de Russes.
L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo interprète Fantaisie a Cinecittà, un concert hors du commun qui a mêlé musique de film à une création, un concerto pour violon et orchestre avec un soliste, David Lefebvre. C'est le Focus Info du jour, il est signé José Sacré. Fantaisie a Cinecittà, tel était le titre du concert donné dimanche 2 décembre 2018 à l'auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Philippe Béran, un concert où les musiques de film ont côtoyé la création. Une création mondiale, commande de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au compositeur italien Marco Tarelli, déjà auteur à la demande de l'orchestre, pour un ciné-concert, d'une nouvelle bande originale pour le film muet d'Eric von Stroheim, Foolish Wives, Folie de femmes. Pour interpréter ce concerto pour violon, il fallait un interprète hors du commun, ce fut David Lefebvre, premier violon super soliste de l'orchestre, qui est en partie à l'origine de la création de l'œuvre. Cette musique est absolument... Enfin, vous allez me dire qu'il est à côté de moi, donc j'ai pas le choix de le dire, mais je le pense du fond du cœur, et il sait que je le pense. C'est une musique extraordinaire, et pour moi, ça a été extrêmement... c'est un peu redondant, mais émouvant de participer de si près à la création d'une œuvre, parce que nous avons beaucoup travaillé ensemble, et c'est ça qui a été merveilleux. Je ne veux pas nous comparer, ni moi, ni Marco, à Brahms et Joachim, mais nous avons fait un travail de collaboration très étroit, et c'est fantastique. L'idée de ce concerto pour violon est née pendant la production de Folie de femmes, lors d'un ciné-concert il y a 3 ans, c'était en juin 2015. À la première répétition, j'étais assis à côté de David, je ne le connaissais pas, et il m'a demandé « Tu ne pourrais pas m'écrire un concerto pour moi ?» Et moi j'ai dit oui. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an. J'ai d'abord écrit une sorte d'esquisse. J'ai donné à David sa partition. Et là, on a commencé à travailler ensemble. C'est un petit peu comme un tailleur qui fait un costume sur mesure. Lui me proposait des idées, moi les miennes. On a vraiment beaucoup travaillé ensemble. Ça a été merveilleux, magnifique. La deuxième partie du concert était consacrée à l'œuvre de Nino Rota. Si les partitions de Nino Rota demeurent attachées au film de Federico Fellini et si l'association des 2 artistes a marqué l'histoire du cinéma, Nino Rota n'en a pas moins signé les musiques du Guépard, de Visconti, de Roméo et Juliette, de Zeffirelli et du Parrain, de Coppola. Il est également l'auteur d'une douzaine d'opéras, de ballets, de symphonies, de concertos et de pièces de musique de chambre. Néanmoins, le soir du 2 décembre 2018, où Nino Rota aurait eu 107 ans, ce sont ces musiques pour Federico Fellini qui étaient à l'honneur, ce concert étant illustré grâce à la collaboration de la Fondation Fellini pour le cinéma. Nous allons illustrer ce concert par des images provenant de notre collection. On a une collection de 15 000 documents de l'histoire du cinéma qui représente une centaine de réalisateurs. Mais en particulier, on s'appelle Fellini parce qu'on en a 9 000 consacrés à Fellini. Des milliers de photos, des affiches, on a des objets aussi comme les claps, le clap d'Amarcord ou des scénarios. Et là, on a choisi d'illustrer un peu avec quelques photos de tournage et quelques affiches.
La direction musicale de ce concert était assurée par Philippe Béran, un musicien passionné qui parcourt le monde, dirigeant des orchestres prestigieux, des opéras et des ballets, et qui par-dessus tout est désireux de transmettre son amour profond pour la musique au plus grand nombre. Toutes ces musiques-là sont absolument exceptionnelles. Elles ont été écrites dans les années 1900, dans les années 50, 60, 70. Et donc c'est un magnifique répertoire, très bien écrit. C'est des musiques qui sont en même temps nostalgiques, passionnées, drôles. Donc elles couvrent à peu près tous les états d'âme et toutes les émotions humaines. Et donc pour un chef d'orchestre, c'est une mine d'or. Jovial, énergique, efficace, Philippe Béran n'a pas hésité à prendre le micro pour interpréter une chanson du film Boccace 70 de Fellini, accompagnée par un chœur formé par les musiciens de l'orchestre. Il a par ailleurs invité le public à l'accompagner en frappant dans les mains. Une standing ovation a salué à la fin de ce concert hors norme l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et son chef d'un soir, Philippe Béran, qui en retour ont offert au public plusieurs bis, parmi lesquels l'inoubliable musique du Parrain, composée à la demande de Francis Ford Coppola. Et là aussi, c'est trop beau. À présent, vos prévisions météorologiques pour les prochains jours. Demain matin, le ciel sera dégagé, mais il deviendra très nuageux l'après-midi et des averses ne sont pas à exclure en tout début d'après-midi. Les températures, 12 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. Le vent soufflera entre 20 et 25 km/h et la température de l'eau sera de 17 degrés. Samedi, voile nuageux le matin qui laissera place à un ciel de plus en plus lumineux avec du soleil l'après-midi. Les températures, 10 degrés le matin et 13 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, le temps sera dans l'ensemble ensoleillé, surtout l'après-midi. Les températures s'échelonneront entre 10 et 16 degrés. Le vent soufflera fort, les rafales pourraient atteindre 65 km/h. Lundi, temps ensoleillé, les températures ne dépasseront pas les 15 degrés. Mardi et mercredi, alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec des averses possibles dans le courant de la journée. Les températures seront fraîches. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt.